minerais et métaux en 2022. J'avoue que n'étant pas omnisciente, j'ai consulté Internet pour une définition exacte et lu que le minerai était la roche contenant des minéraux. Donc j'avais le lien. Nous avons tous conscience des enjeux, des conséquences parfois funestes de la présence d'uranium, de cobalt, de tungstène sur certains territoires. La guerre au Katanga, il y a quelques années, n'était sans doute pas sans lien il y a 50 ans, madame, avec le fait que le Congo soit le plus grand producteur de cobalt au monde, et précisément dans cette région, et que le pays possède des richesses exceptionnelles en manganèse ou encore en cadmium. Le cobalt étant un composant clé pour les batteries et véhicules électriques, les enjeux se sont depuis lors encore accrus. Les pays possédant de l'uranium sont aussi très sollicités. Et il en est de même à présent pour le lithium. Les actualités ont récemment abondamment commenté les découvertes dans les cornouailles anglaises. Mais dans mon pays natal, la réaction a été fort différente, puisqu'en Bretagne, cette fois, où on a découvert un gisement important près d'Audierne, là, il y a un rejet total de toute idée d'exploration et d'exploitation, comme cela avait été d'ailleurs le rejet du nucléaire il y a également quelques années. et des éoliennes. Un syndrome, mais les éoliennes, moi, quand j'étais préfet, j'étais un peu réticente dans certains secteurs. Un syndrome NIMBY, donc, qui fut aussi la cause des refus d'exploration de gaz de schiste plus près de chez nous. Les métaux précieux sont également source de violence, et je pense à la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, dont j'avais eu à connaître quand j'étais au cabinet du ministre. Les diamants en Afrique du Sud, les rubis en Birmanie, ont produit, eux, des richesses incontestables. Mais dans ce dernier cas, n'oublions pas que les mines de Mogok sont prises en main par l'armée birmane. Dans le futur, la présence dans les fonds marins des fameux nodules polymétalliques, comme vous expliquez quand dans les années 80 on faisait du droit de la mer, sont encore très peu accessibles, peut-être prometteurs, mais d'un coût certainement qui n'est pas à négliger. Nous attendons beaucoup ce soir de notre conférencier, M. Gilles Reynaud, et je vais succinctement vous donner son curriculum vitae. Il est ingénieur de ponts et chaussées et possède un Master of Science avec des études à Berkeley de 64 à 68. Il a ensuite intégré un groupe chimique américain, W.R. Grace, jusqu'en 73, où il entre à Paribas Affaires industrielles et il devient un des spécialistes mondiaux des fusions-acquisitions du conseil aux entreprises dans le secteur privilégié des matières premières, énergie, mines et minerais. Le portefeuille qu'il gère de 1973 à 2002 est le plus important d'Europe. Il est analyste, mais aussi gestionnaire, administrateur de société. Sa compétence toute particulière pour les mines, le pétrole et le gaz l'ont conduit à parcourir le monde. Il s'intéresse en effet à l'exploration-production d'énergie en Afrique francophone, en Amérique du Nord, en Australie. Et dans tous ces pays et ces zones géographiques, il porte aussi toute son attention sur le domaine minier. Il œuvre à la direction générale Holdings internationaux de Paribas Affaires industrielles, riche d'expérience à Paribas Australie, à Paribas North America ou à Paribas Hong Kong. En 2002, il devient consultant international à Genève et travaille avec Pro Natura International,
une ONG spécialisée dans le contrôle climatique et l'enjeu de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dont on entend tant parler. Il est ingénieur conseil pour des États, des banques, des groupes et expert auprès de la Chambre de commerce internationale dans le domaine minier, métaux, métallurgie, qui est sa spécialité de longue date, comme vous l'aurez compris. À partir de 2008, il cofonde la société de production d'énergie renouvelable Regenco en Italie et en est le chairman. Donc nul mieux que lui ne pouvait ce soir nous parler de ses projets d'exploration et d'exploitation dans le monde, des rivalités qu'il suscite, du rôle majeur aussi que prennent minerais et métaux dans notre vie, même quotidienne, avec les composants essentiels de nos équipements électroniques ou des véhicules. Les rapports de force entre États qui s'ensuivent sont bien sûr à analyser avec attention. Et merci d'avance, M. Reynaud, pour tout ce que vous allez nous apprendre, même si, on le comprend, vous êtes un peu désolé de ne pas pouvoir projeter tout ce que vous aviez préparé pour nous. Mais j'espère que vous pourrez le dire. Merci Madame pour ces quelques mots. Bonjour, je suis Gilles Reynaud. J'appartiens à une vieille famille gardoise, initialement de Saint-Jean-du-Gard et Anduze, et ensuite qui a bougé jusqu'à Nîmes et à Montpellier. Donc c'est tout à fait gardois, avec un père nîmois et une mère montpelliéraine. La fibre géologie et matières premières était vraiment dans mes ancêtres. J'ai retrouvé qu'un certain arrière-arrière-grand-père était le doyen de la faculté des sciences de Montpellier, il était géologue, et à ce titre il s'est pas mal promené à travers l'Europe, et surtout il a fait des cartes géologiques qui sont toujours valables pour l'Occitanie. Et puis ensuite j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent, j'ai épousé ma femme, qui est quand même une bonne chose, et je me suis aperçu que la famille d'Antoinette possédait des mines, possédait une sidérurgie, possédait des chemins de fer, et que ça représentait exactement ce que j'avais fait à titre professionnel. Leur domaine minier était à Bessèges, où ils avaient eu la chance de pouvoir acheter une concession à Madame de Suffren pour du charbon qui s'est révélé être de l'anthracite. Ensuite, à côté, ils ont trouvé par chance aussi de l'hématite, qui est le minerai de fer de grand luxe. Et en mélangeant les deux, avec des hauts fourneaux dont ils avaient acheté la technologie en Europe du Nord, ils ont fait de l'acier. Comme c'était pas très gros, ils n'ont fait que de l'acier long, c'est-à-dire qu'ils faisaient des poutres, du fil de fer et des rails. Et pour vous montrer à quel point la production était de qualité, lorsque le métro de Chicago s'est construit en 1880 à peu près, c'était les rails de Bessèges qui ont été fournis. Et ces rails sont encore en place. Depuis que je travaille, tout d'un coup je suis tombé dans les matières premières et finalement j'ai été très heureux et j'ai travaillé uniquement là-dedans pendant toute ma carrière, en principe chez Paribas, mais ensuite pour mon propre compte, à partir de Genève, où en 10 ans j'ai dû faire 200 missions à travers le monde entier, et en particulier le bloc soviétique et l'Ukraine. Donc ce sont des régions que je connais bien, parce que toutes les grosses usines de ces régions, je les ai expertisées à l'époque où il n'y avait pas de chiffres. Donc c'était un exercice difficile. Donc je vais essayer de vous parler des matières premières, des cycles et des politiques qui s'enchaînent autour de ces matières premières. J'avais préparé un plan. Première question était: qu'est-ce qu'une ressource ou une réserve? Madame, vous allez avoir ma réponse à ce sujet. Ensuite, pourquoi est-ce que les prix sont volatiles et est-ce qu'ils ont une cyclicalité que l'on peut prévoir?
Ensuite, vu les difficultés d'approvisionnement, que se passe-t-il en France et en Europe au niveau des stocks stratégiques? Quelles sont les matières premières qu'on a décidé de mettre en stock stratégique et comment est-ce qu'on les finance? Parce que l'argent est toujours le nerf de la guerre. Et enfin, une conclusion qui sera rapide et qui, j'espère, fera une bonne synthèse de ce que vous voulez entendre. Qu'est-ce qu'on appelle une réserve ou une ressource? C'est un minerai, madame, mais un minerai économique. Sinon, ce n'est pas une réserve, c'est peut-être une ressource. Si l'ensemble de l'économie change, ça peut devenir une réserve, mais la notion de réserve est toujours associée à une notion d'économie. Il faut que ce soit rentable d'exploiter un minerai qu'on a trouvé. Alors, où sont ces réserves en général? Ces réserves sont sous terre, sur la terre, et un tout petit peu en mer, pas grand-chose. Il y en a qui sont exploitables en les diluant à l'eau. Donc on peut dire qu'on sort un jus ensuite que l'on traite. Mais globalement, les mines sont sur le sol, ont toujours été sur le sol dans les temps anciens, et restent sur le sol maintenant pour les grosses opérations. Sinon, elles sont souterraines. Et là, vous avez deux types de mines. Vous avez les mines qui sont vraiment souterraines avec les grandes galeries, genre les charbons qui existaient en France au XIXe siècle, soit d'énormes carrières. J'ai visité des carrières qui faisaient 600, 700, 800 mètres de profondeur, dont l'ouverture à l'auteur du sol était 10 km. Il n'y a qu'une mine au monde qui se voit depuis la Lune. C'est une mine d'or au milieu de l'Australie. Pourquoi est-ce qu'elle se voit de là-bas? Parce qu'elle est gigantesque, elle résulte de la fusion de 4 mines, qui étaient des mines ouvertes aussi, et qui sont devenues souterraines tellement c'était profond. Et cette mine-là, qui est dans un endroit qui s'appelle Kalgoorlie, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est la plus grosse mine du monde. La plus profonde que j'ai visitée est en Serbie. C'est une mine de cuivre qui fait 800 mètres de profondeur. Donc, quand on est au bord du cratère et qu'on regarde au fond, les pelles mécaniques qui sont au bout sont toutes petites. Et pour remonter du minerai de 800 mètres, c'est pas facile. Chez qui sont-elles? Alors, chez qui sont-elles? C'est toujours un vrai problème. Qui est le responsable? Quel est celui avec lequel on va essayer de négocier un contrat financier, un contrat d'amodiation, un contrat d'exploitation, ensuite discuter avec les banques. Il faut que les banques soient suffisamment confortables sur le titre de propriété ou le titre d'usage. Elles ont été à l'origine au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen, en Europe, aux USA. Mais toutes ces mines là sont quasiment épuisées, sauf aux USA. En Europe, il n'y a pratiquement plus de mines, il reste une mine de fer au nord de la Suède. Il reste des mines de charbon en Allemagne et en Pologne. Et puis c'est à peu près tout. En France, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien d'économique, une fois de plus. En Espagne, il ne reste pratiquement plus rien. En Angleterre, ils ont un petit peu d'étain. Et s'ils ont trouvé un peu de lithium, on va voir si c'est économique. Donc en Europe, il n'y a pratiquement plus rien. Donc il faut aller à l'extérieur. À l'extérieur, c'est l'Australie. On dit toujours, moi quand j'ai habité en Australie, on me disait, si on n'a pas découvert une mine pour un métal, on va le découvrir et ça sera le plus gros du monde. Et effectivement, pendant les 7 ans où nous avons habité en Australie, on a découvert 2 ou 3 grosses mines qui sont devenues les plus grosses mines du monde dans leur spécialité. Je cite comme exemple toujours les mines de fer qui sont dans l'ouest de l'Australie. C'est des mines de fer qui exploitent et qui exportent 900 millions de tonnes par an. 900 millions. Les plus gros minéraliers
qui circulent à travers le monde font 300 000 tonnes, 250 000 tonnes. Sinon, ce qu'elles ne passent pas dans le canal, c'est qu'elles n'arrivent pas dans les pays. Ça signifie que les ports peuvent charger et faire partir 50 bateaux par jour. C'est inimaginable. Je suppose qu'on doit le voir de la Lune, parce que c'est tellement gros. Vous avez des mines aussi en Afrique centrale, en Afrique australe, c'est-à-dire Afrique du Sud. Vous avez des mines en Amérique centrale et du Sud, c'est principalement du cuivre, le reste qui est exploité là-bas. Et puis il y a beaucoup de gisements dans le bloc soviétique et en Asie. Malheureusement pour eux, ces mines sont connues depuis une centaine d'années. Les Russes étaient d'excellents géologues, donc ils ont trouvé des gisements que même les techniques modernes n'auraient pas trouvés, mais ce sont des gisements qui sont presque épuisés. Donc les teneurs d'exploitation en ce moment sont extrêmement pauvres. Il faut que vous réalisiez que les mines de fer, la teneur en fer d'une mine de fer, c'est entre 35 et 55% de fer. Une mine de cuivre, c'est entre 1 et 1,5% de cuivre. Une mine d'or, c'est 1 à 3 grammes par tonne, c'est-à-dire un millionième. Les mines de platine, c'est à peu près la même chose. Les mines de diamants, ça se compte en carats par milliers de tonnes, c'est-à-dire un carat, c'est 2 grammes, à peu près 2 grammes. Donc vous vous rendez compte qu'il faut que la valeur du produit soit extrêmement chère pour pouvoir traiter tout ça. En Asie, il n'y a pas grand-chose en dehors du charbon. Ils ont beaucoup de charbon et du nickel. Ils font concurrence à la Nouvelle-Calédonie et à l'Australie. Et au Canada, ce sont les 3 ou 4 pays qui ont du nickel. Les qualités de nickel sont très importantes. Il y en a qui sont oxydés, d'autres qui sont sulfurés. Les sulfurés sont beaucoup plus faciles à traiter, les oxydés sont très difficiles à trouver. Malheureusement, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a que des minerais oxydés. Donc le coût d'extraction en Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. Enfin, qui possède le sous-sol? Il faut se souvenir qu'aux États-Unis, où le code Napoléon n'était pas arrivé, le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol. C'est pour ça que vous avez autant de gaz, ou autant de puits de pétrole, autant de ces choses-là. Parce que ce sont des particuliers qui possèdent ça. Et c'est chez eux qu'on va faire des trous, et eux gagnent des royalties, des redevances ou des participations dans des opérations. Sinon, ça appartient à des États, ça peut appartenir à des tribus. En Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de tribus dans les îles, et il y a de grosses bagarres entre l'État fédéral et les tribus. Et il y a une énorme mine qui était à Bougainville. Vous vous souvenez peut-être de cet explorateur français. Il a donné son nom à une grosse île qui est au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et cette mine était exploitée, marchait très bien. Et puis il y a eu une grande bagarre entre les tribus et l'État fédéral, parce que l'État fédéral n'avait pas respecté l'accord qu'il avait donné aux tribus et refusait de lui donner l'argent qui leur revenait. Eh bien, les tribus ont fait fermer. Et ça, c'est que ça fait 30 ans de ça, et pour l'instant, personne n'est arrivé à négocier entre l'État et les tribus le redémarrage d'une telle mine. Et puis, il y a des particuliers. En France, les particuliers ne sont propriétaires que du sol, et en sous-sol, des gravats ou du sable. Pardon, des agrégats, du caillou ou du sable. Aussi du gypse, pardon. Tout le reste appartient à l'État. Si on fore et qu'on trouve du pétrole chez vous, vous êtes exproprié pour pouvoir travailler tranquille. Pour les gaz de schiste, eh bien, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ici en Mal. Les gaz de schiste appartiennent à l'État. Ils donnent des permis d'exploitation qui couvrent un département, 2 départements. Les opérateurs
pétroliers qui font de la sismique pour essayer de voir s'ils trouvent des structures à l'intérieur. Et ensuite, ils se proposent de forer. Et c'est là où les mairies disent vous passerez sur le corps, mais on n'exploitera rien chez moi. Et l'État n'a pas le courage de dire écoutez, une loi, c'est une loi, il faut que vous la respectiez. L'élément critique de toutes ces mines, ce sont les infrastructures. Ce n'est pas d'exploiter du minerai, c'est de savoir comment est-ce qu'on sort de la région, comment est-ce qu'on sort du pays, comment est-ce qu'on transporte. Et c'est quelque chose qui coûte abominablement cher. Ça coûte en général plus cher que la mine. Souvent, il y a les mêmes actionnaires entre les infrastructures et les mines, mais souvent aussi c'est différent. Donc il y a des bagarres au mérite pour savoir quel est le partage de la rente qui est fait. Les infrastructures, c'est bien sûr le rail, c'est les pipelines, c'est les convoyeurs à bande, c'est les canaux, et puis à certains endroits, ça peut être le dos d'âne ou les charrettes. En Chine, par exemple, j'ai visité un certain nombre d'opérations qui faisaient que la mine était exploitée sur un coteau, et il y avait une route qui descendait, et sur cette route circulaient les gros camions. Ensuite, il y avait des petits camions, genre camionnettes, et puis il y avait la carriole avec un âne ou avec un cheval qui prenait qui sortait le charbon. Le péage, c'était juste avant d'arriver à la grande route du bord de la vallée. Et c'était assez extraordinaire de voir les trois générations où on trouve les grosses entreprises minières. Ce sont dans les mêmes États où je vous parlais, l'Australie, USA, Canada, Brésil et Russie. Alors, qui trouve les gisements? Eh bien, en fait, ce sont les petites entreprises qui trouvent les gisements, qui arrivent à certifier une partie des réserves, mais qui n'ont jamais l'argent, qui n'ont jamais accès à l'argent, et en particulier pour les infrastructures. Et à ce moment-là, ils vendent leurs découvertes aux grandes entreprises. Mon expérience est qu'une société pétrolière ne peut pas trouver des mines, et une société minière ne peut pas trouver du pétrole. Ça, j'ai rencontré beaucoup de sociétés pétrolières qui cherchaient des mines, et elles ont tout perdu, 100%. Et des sociétés minières qui ont du pétrole, comme c'est très compliqué et que c'est très cher, elles s'associent avec un pétrolier, et à ce moment-là, elles peuvent trouver, mais c'est le pétrolier qui trouve. Pour vous donner un ordre de grandeur, la capitalisation boursière de la totalité de l'industrie minière mondiale est inférieure à 1,5 milliard, 1000 milliards et 1,5 téradollars, ce qui fait Google en fait 2 à lui tout seul. La totalité de l'industrie minière mondiale est inférieure à la capitalisation boursière de Google ou de Microsoft. Comment est-ce qu'on finance une mine qu'on pense avoir trouvée? Il faut démontrer la faisabilité économique. C'est la clé, c'est évident. Excuse-moi. Il faut absolument trouver les éléments qui sont suffisamment fiables pour définir des financements possibles. Il y a plusieurs stades quand on trouve une mine. Il faut d'abord faire de l'exploration. Ça coûte à peu près 10% du coût du projet. C'est l'ordre de grandeur. Donc il faut que la petite société puisse dépenser en fonds propres, parce que vous n'empruntez pas pour faire de l'exploration, qu'elle ait suffisamment d'argent pour au moins faire les fameux 10%. Ensuite, il faut aller faire du développement. C'est-à-dire qu'on a une bonne idée de ce que c'est, mais il faut aller faire des forages qui vont creuser, qui vont trouer le gisement comme un saut de bruyère.
Alors, c'est pas perdu, parce que les trous font 30 cm de large ou 20 cm de large, alors que la profondeur peut aller 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres de profondeur. Mais il faut faire une maille de forage suffisamment petite pour être sûr que l'extrapolation des résultats entre deux trous soit raisonnablement assurée. Et donc, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent parce que vous avez un gisement irrégulier, ou bien vous pouvez, quand vous avez un gisement de charbon, par exemple, qui sont en général relativement plats et relativement homogènes, avec quelques trous, vous arrivez à certifier des choses. Ensuite, il faut que vous trouviez des technologies pour produire le produit qui est vendable. Ce que je vous disais tout à l'heure, une mine de cuivre, c'est 1 à 2% de cuivre. Vous ne vendez pas du minerai qui fait 1 ou 2%. Il faut que vous vendiez du produit fini qui fait 98, 99, 99,9%. Ça, ce sont d'énormes usines qui vont faire de la première concentration, ensuite qui font du raffinage, et puis ensuite font de l'affinage. Vous avez ça aussi pour le cuivre, par exemple. Pour l'aluminium, vous avez un système qui marche uniquement à l'électricité. 60% du coût de l'aluminium, c'est le coût d'électricité. Et donc, en ce moment, vous avez la totalité des aluministes européens qui, s'ils n'ont pas un contrat à terme valable pendant encore quelques années, sont arrêtés. Au Canada aussi. Et les seuls qui peuvent produire, ce sont les Chinois qui ne font pas attention à leur prix de revient parce qu'ils ont plus du charbon, et les Russes parce qu'ils ont surtout de l'hydroélectricité, et cette hydroélectricité a été privatisée en 1990. Disons que ça a été une spoliation gigantesque de l'État, faite par quelques oligarques, et qui ont pris le contrôle de ces barrages. Vous avez une rivière qui s'appelle la Yenisei, qui est au milieu de la Sibérie, à 3000 km de la mer. Cette rivière fait 5 km de large et elle fait 80 mètres de profondeur, qui fait que des bateaux de l'océan peuvent remonter 3000 km. Et il y a des barrages, donc il y a des écluses pour les faire passer. On a visité avec ma femme une écluse au Portugal, sur le Douro, et la marche faisait 80 mètres. C'est-à-dire que le bateau dans lequel vous rentrez dans l'écluse montait de 80 mètres et ensuite repartait de l'autre côté. Et en sens inverse, quand elle arrivait d'en haut, elle descendait de 80 mètres. Donc, des écluses, c'est que ça existe, et c'est que ça marche très bien. Tout ça pour vous dire que les financements de ces mines se fait sur une base de projets. Les banques ont des ingénieurs chez elles, dont je faisais partie chez Paribas, et on fait toute une série de simulations. On met tout dans un gros ordinateur et on sort un modèle d'exploitation possible, probable ou certain. Et on se trompe une fois sur deux, à peu près. Mais ces financements de projets ne tiennent en fait que parce que la durée d'exploitation de ces gisements est très longue. C'est 20 ans ou 30 ans. Et donc, grâce au cycle, à certains moments, quand les prix se sont élevés pendant juste quelques mois, ils peuvent repayer 5 ans d'échéance d'un coup sec. Donc finalement, il n'y a pas trop de catastrophes au niveau financement de projet. L'expérience difficile que j'ai eue dans ce secteur-là, et juste en arrivant chez Paribas, je n'y connaissais rien. Paribas et d'autres actionnaires avaient acheté une concession au milieu du Katanga, madame. C'était un énorme gisement de cuivre, c'était pas une mine à l'époque, c'était des collines vertes. Et on a fait un programme d'exploration qui a confirmé ce que le BRGM, qui était la société de recherche à l'époque, avait fait. Et on a dépensé 100 millions de dollars pour explorer, pour certifier les réserves. Ensuite, on a dépensé
100 millions de dollars pour faire une usine pour vérifier que la technologie à laquelle l'opérateur pensait était la bonne. Ensuite, on a fait venir 1000 ingénieurs d'une grosse boîte d'ingénierie américaine qui ont commencé à construire. Et à ce moment-là, la construction, on dépensait 100 millions de dollars par mois. À l'époque, c'était il y a 50 ans. Donc ça représente un gros milliard de dollars par mois. Il y a eu la guerre de l'Angola. Et la ligne, le chemin de fer qui approvisionnait le projet, tout d'un coup, elle n'approvisionnait plus rien. En plus, il fallait faire venir du courant électrique du fleuve Zaïre, 3000 km au nord de cette ligne, et construire un barrage sur le fleuve Zaïre qui devait fournir le courant électrique sur 3000 km en courant continu parce que c'était meilleur. Et on a tout perdu, absolument tout perdu. Moi, je suis revenu 6 mois après, il ne restait rien. Les maisons avaient été démontées et puis volées. Les camions et les bulldozers avaient été volés aussi. Les fils électriques avaient disparu. On ne voyait rien à la surface. Cette mine est restée fermée pendant 40 ans. Elle est repartie il y a une dizaine d'années avec une nouvelle technologie d'un opérateur minier américain. Et au bout de 3 ans, cet opérateur minier a revendu ça à un très gros consommateur chinois de cuivre. Et en même temps de cobalt. Cette mine était le plus gros gisement de cobalt au monde. Et donc les Chinois ont tranquillement racheté ce gisement qui va fonctionner pendant encore 30 ou 40 ans. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que je peux vous dire comme expérience qui a été assez douloureuse. Quand on a fait les comptes de notre opération, les 2 actionnaires français qui y étaient, c'était le BRGM et Paribas. Nous, on a encaissé notre perte. C'était cher, c'était pas terrible. Le BRGM a fait faillite. L'opérateur minier, qui était anglo-américaine, et sa fille anglaise, Charter Consolidated, était une boîte qui avait 120 ans d'âge, a fait faillite. Il y avait Amoco, qui est l'un des grands pétroliers américains. Ils ont arrêté toute exploration minière, et les 2 Japonais qui étaient là ont mis la clé sous la porte. Et il y avait une personne physique qui possédait 5% du projet. Et ce monsieur avait gagné ces 5% parce qu'il avait négocié pour le compte du consortium le fait que ce gisement allait à ce consortium pour être exploité. Et ce monsieur, moi je l'ai revu plusieurs fois. Il était en gros le patron de la CIA pour l'Afrique du Centre. Dans son bureau, il y avait des barbouzes qui étaient crâne rasé, comme vous pouvez l'imaginer, déjà très, très tatoué. Et ce monsieur a eu une vie personnelle assez mouvementée, puisqu'il a été le dernier mari de Jacqueline Kennedy. Comment les produire? Ça, je viens de vous parler à peu près de ça. Il y a un élément essentiel qui apparaît maintenant, qui sont comment peut-on contrôler les émissions de gaz à effet de serre pour l'énergie nécessaire à l'exploitation de la mine. Et il se trouve par hasard que quand j'étais à Genève, Madame, vous avez parlé d'une société qui s'appelle ProNatura International, j'avais négocié avec, pour le compte de ProNatura International, des crédits carbone pour une mine de charbon en Russie. Une mine souterraine, une bonne mine. Je l'avais expertisée et c'était bien. Cette mine a eu des problèmes, plutôt le management de cette mine a eu des problèmes. Parce que la mine était tellement bonne qu'elle a fait des envieux. Et il y avait un énorme sidérurgiste qui était pas très loin. Et on a vu en 6 mois l'hélicoptère du propriétaire de la mine de charbon tomber. Il était tout neuf. Tomber. Quand il y a eu
l'inauguration officielle de la mine, il y avait les préfets, il y avait les sous-préfets, il y avait les directeurs de mine, il y avait 80 personnes à l'intérieur, et tout a explosé. Donc, du coup, la mine a été vendue pour rien à l'exploitant de l'acier voisin, et il a remis la mine en route, et ça n'a rien coûté. Un peu d'explosif. Oui, c'est quand même. Donc c'est assez difficile de faire c'est quoi. Donc les émissions de gaz à effet de serre, avec ce mineur, on avait calculé l'économie qu'il faisait en récupérant le grisou en sortie de mine et en essayant de le concentrer pour pouvoir faire du méthane, qui est ensuite vendable à des industriels qui ont des grosses machines pour faire des grosses machines qui marchent au gaz. Et ça a bien marché, si ce n'est que les gaz à effet de serre, tout d'un coup, sont passés de 50 € la tonne à 5 € la tonne. Donc le projet s'est arrêté. Mais il y avait quelque chose que j'ai fait il y a 25 ans sur ce sujet-là. Ensuite, je vais vous parler des prévisions. Comment est-ce qu'on fait des prévisions? Les prévisions, il faut bien regarder comment fonctionnent les grandes économies internationales. C'est-à-dire qu'il y en a 3. Il y a l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine. Tout le reste, c'est des chiffres après la virgule, mais ce n'est pas intéressant. Mais on arrive à définir des cycles. En ce moment, par exemple, en Chine, on est en bas de cycle. Et le bas de cycle va probablement encore baisser parce qu'il y a une crise énorme du logement. Le logement mange de l'aluminium. La Chine est le premier producteur mondial d'aluminium avec 60% des marchés mondiaux à eux tout seuls. Quand je suis arrivé en Chine pour la première fois en 1980, la Chine faisait 100 000 tonnes. Maintenant, ils sont à 12 millions de tonnes. Et tout ça marche uniquement avec du charbon. Alors, selon les produits, il faut voir où sont les pays critiques. Ils sont de plusieurs sortes. Là, j'avais un tableau à vous montrer, vous le verrez plus tard. Le premier pays que l'on regarde, c'est la Chine. La Chine est le premier producteur d'énormément de choses, surtout les petites choses. L'Inde prend le même pli, mais c'est plus lent. L'USA, c'est à peu près moitié production propre ou moitié import. L'Europe, c'est 98% import. Et puis, il y a les fameux stocks stratégiques. Est-ce qu'il y a des mines qui vont vendre leur production à des stocks stratégiques? Les Américains vendent beaucoup. Les Américains vendent beaucoup de gaz et de pétrole pour leur stock stratégique de gaz et de pétrole. Ils le font un petit peu pour le cuivre, ils le font pour un petit peu pour le cobalt, mais ils n'ont pas grand-chose. Ils ont 3 ou 4 produits. L'Europe a décidé de stocker 31 produits, ce qui est beaucoup trop. La France dit, ok, je vais faire des efforts sur ces 30 produits, mais il y en a 4 qui vraiment j'ai besoin. C'est le cuivre, le lithium, l'argent et le cobalt. La France fait des efforts, va faire des efforts sur ces 4 produits. L'autre point qui est important à voir quand on fait des prévisions, c'est la volatilité du fret. Tous ces grands bateaux qui portent 200 à 300 000 tonnes de minerais ou de produits finis, ça coûte cher de transporter. Le canal de Suez se bouche de temps en temps. La mer proche de Singapour, il y a des pirates qui font les marioles. Le fret peut bouger
année de 1 à 10. Et c'est pour ça que vous avez des grosses sociétés, la grosse société française, CGM, CGA, gagne des sommes absolument fantastiques parce qu'ils ont réussi à vendre à terme au pic. Donc eux, ils sont bien pour 2-3 ans. Ensuite, il y a le négoce. Le négoce, il y a des grandes sociétés de négoce. Elles sont toutes à Genève ou à Zurich. Ces deux places financières, merci beaucoup. Ces deux places financières ont cultivé la technicité du négoce dans des proportions absolument extraordinaires. Et vous avez trois grosses entités de négoce. Vous en avez deux internationales qui sont Trafigura, puis il y en a une autre, qui sont françaises en fait. Vous avez une grosse russe, dont on dit beaucoup que l'actionnariat, c'est M. Poutine tout seul, qui gérait jusqu'à présent 80% des exportations de pétrole russe. Une société. Donc M. Poutine ne devait pas être bien loin. Et puis vous avez la plus grosse des sociétés, qui est à côté de Zurich, qui est à Zug, qui est une société qui fait 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. 250 milliards de dollars. Et qui vaut 80 milliards de dollars en bourse, qui est la troisième grosse société minière, parce qu'il fait en même temps de la mine. Ce sont des groupes absolument fantastiques, que j'ai beaucoup pratiqué, moi, comme consultant, pour eux, parce qu'ils savent tout. Ils ont des ingénieurs ou des commerçants qui sont partout à travers le monde. Ils connaissent toutes les pierres, ils ont retourné toutes les pierres, et ils savent ce qui se passe, ils connaissent tout le monde, et ils prennent des positions financières absolument étonnantes. Il y a par exemple, cette société, elle s'appelait Glencore. Avant, elle s'appelait Mark Rich. Mark Rich était un milliardaire américain qui a fait une grosse fortune et qui s'en est sorti parce que il y a eu un président américain qui lui a effacé la douloureuse d'impôts qu'il avait en retard. Et ce monsieur n'en a pas profité, il est mort un an après. Et sa société a changé de nom. Tous ses associés sont restés, et la boîte vaut 25 fois de plus que ce qu'ils ont eu à l'origine. C'est une boîte absolument extraordinaire. Je considère que dans le domaine des matières premières, c'est la première boîte. Et puis enfin, vous avez les marchés à terme. Les marchés à terme, c'est-à-dire que vous vendez à 3 mois, à 1 an, une marchandise que vous allez produire, ou que vous avez déjà produit et que vous mettez dans un stock consigné. Et ça vous permet de négocier le prix à 3 mois, le prix à 6 mois, le prix à 1 an, si vous avez une certitude de pouvoir livrer à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a d'énormes hangars en Angleterre, en Allemagne, il y en a 30 à travers l'Europe, et qui stockent toutes sortes de matières premières. Ça va de l'aluminium au cuivre, en passant par le café, le blé, le maïs. Ça va aussi avec le pétrole. Et ce sont d'énormes hangars. C'est des hangars qui font plusieurs kilomètres de long, sur 300-400 mètres de large, dans lesquels il y a les fûts qui sont là, tous les stocks sont là, et c'est vérifié de manière très régulière par les sociétés qui gèrent tous ces stocks. Le plus connu dans le monde qui fait ce marché à terme, c'est à Londres, ça s'appelle le London Metal Exchange, le LME, qui a des stocks gigantesques à travers l'Europe entière. Il en a même en Russie. Il en avait en Russie. Là, j'ai un tableau que malheureusement je ne peux pas vous montrer. C'est un tableau qui donne les pays critiques en fonction des matières premières. Alors, si on prend par exemple, j'essaye de le lire, pour le cuivre, le premier pays, c'est le Chili. Le deuxième, c'est le Pérou. Ça, c'est dans l'exploitation minière. Dans le processing, c'est la Chine et le Chili. Pour le lithium, madame,
Le premier producteur est australien, il fait la moitié de la production mondiale. Le Chili fait un quart de la production mondiale. Et la Chine n'en fait pas, par exemple. Mais par contre, la Chine est de loin le premier transformateur de lithium au monde. Donc quand vous achetez du lithium, il vient de Chine. Il vient d'ailleurs avant, mais il vient de Chine. Le nickel, il y a deux pays importants pour le nickel, qui sont l'Indonésie et les Philippines, en extraction, mais en production de nickel métal, c'est Chine, Chine et Chine. Le cobalt, c'est le Zaïre, et le premier transformateur de cobalt, c'est la Chine. Les terres rares, le premier producteur, là, c'est la Chine. Ils font 85% de la production de terres rares à eux seuls. Et ils sont premiers transformateurs. Ils vendent 95% de ce qui s'utilise à travers le monde. À propos des terres rares, j'ai visité en Chine l'un des gisements. C'est un gisement qui était mixte, minerai de fer, terres rares. Bien, moi qui ai vu des centaines de mines, je n'ai pas eu l'autorisation pour aller voir la mine, parce qu'ils ne voulaient pas que je puisse déduire de ce que je voyais combien il y avait de cobalt, combien il y avait de terres rares dans leur minerai. Et il y avait une usine qui était gardée par l'armée, à côté de l'énorme usine que je venais d'expertiser. Et là, impossible de rentrer dedans. Alors, il y a un autre produit que je vous signale, que je considère comme étant ultra critique, c'est la barite. La barite est un produit naturel, qui est le produit naturel le plus lourd de la Terre. Il fait 7 de densité à l'état naturel. Et c'est un produit qui est très utilisé, dont l'utilisation quasi exclusive, ce sont les bouts de forage. Les bouts de forage. Quand vous forez un peu de pétrole, pour équilibrer les pressions que vous allez trouver en bas, il faut injecter ou il faut couler. Il faut couler dans la colonne 30 ou 50% de barite pour être sûr que le puits ne va pas vous exploser la figure. Et le plus gros consommateur de barite, c'est les États-Unis. 98% de ses besoins viennent de Chine. Personne n'en parle. Ça vaut très cher? Ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très... Non, la barite, ça coûte pas très cher. Mais s'il n'y a pas de barite, là, ça coûte très cher. Ça coûte vraiment très cher. Alors, j'ai encore juste pour 5 minutes. Matière première critique. Il y a deux critères. Il faut que l'approvisionnement soit sujet à aléas pour différentes raisons. Ça paraît évident. Et surtout, que le défaut de cette matière première a un impact industriel négatif important. Exemple, pour les batteries, si vous n'avez pas de lithium, si vous n'avez pas de cobalt, eh ben, vous ne faites pas de batterie, donc vous ne faites pas de voiture, etc., etc. Donc c'est très important. Et là, la dépendance est 95% hors d'Europe. Tout à l'heure, je vous disais 98, c'est 95. Il y a 30 métaux et éléments chimiques, les terres rares, le lithium, la bauxite pour faire l'aluminium, la fluorine, qui est un produit qui intervient dans le raffinage de l'aluminium pour faire baisser la température de fusion. Donc s'il n'y a pas ça, on ne peut pas faire d'aluminium. Le cobalt, les platinoïdes, c'est-à-dire le platine et le palladium. Il y a deux grands producteurs à travers le monde. Il y a la Russie et il y a l'Afrique du Sud. Moi, je connais les mines de Russie. Je ne connais pas les mines d'Afrique du Sud. Les mines de Russie sont en fait, elles sont dans le Grand Nord russe. C'est là où il y avait les goulags. La mine a été trouvée et a été développée par des prisonniers qui y sont tous restés. Et c'est devenu, en 1990, quand il y a eu la privatisation à outrance, c'est un bonhomme qui a réussi à racheter toute cette opération.
Et il produit 20% du platine, 20% du nickel et 80% du palladium. Et le palladium rentre dans les pots d'échappement, principalement. Alors il reste le gallium et le germanium, ça c'est quasiment des métaux rares, le tungstène et puis le vanadium. Ces deux produits rentrent dans pour rendre plus dur l'acier. Il y avait, quand j'étais en Russie, j'ai visité une grande mine et une énorme usine qui était à Ekaterinbourg, là où le tsar a été tué. Et il y avait à côté, dans le gisement de fer, il y avait du vanadium, et à côté, il y avait une usine d'armement et de blindage. Et là, j'ai pas eu le droit d'aller là voir. La France a rajouté à cette liste le phosphate. C'est normal pour les engrais. Alors, il reste l'uranium et l'or. Alors, l'uranium, je vais vous décevoir. Il y a de l'uranium dans beaucoup d'endroits du monde et on ne manque pas d'uranium. Le premier producteur mondial est le Kazakhstan en ce moment. La France ne produit quasiment plus d'uranium. Vous avez l'Australie qui est un gros producteur d'uranium. L'uranium, c'est soit l'uranium pur, l'uranium métal directement dans la mine, soit mélangé à du cuivre. Vous avez un gros gisement au Niger, et vous en aviez un gros gisement mais qui est bien épuisé, qui était au Gabon. Toutes ces mines, je les ai visitées, et c'est toujours assez risqué de se promener là-bas. Alors, l'uranium, il y en a partout. Enfin, pas partout, mais disons pour beaucoup d'endroits. Il y a surtout de l'uranium dans l'eau de mer. Dans l'eau de mer, les teneurs ne sont pas importantes, mais on pense que que le prix de revient d'une once d'uranium, c'est à peu près 150 €. Le prix de marché, c'est entre 50 et 70 €. Vous voyez, on est loin, mais on n'est pas très loin. Il y a toujours eu cette différence. Mais enfin, pour l'instant, on n'a pas besoin de l'uranium dans la mer. Et puis il y a l'or. Alors l'or est un métal vraiment spécial. C'est un métal qui ne sert pratiquement à rien sur un plan industriel. Dans le téléphone portable, vous avez un petit peu d'or, et sinon, il y a vraiment peu de choses. Ça sert à faire de la thésaurisation, ça sert à faire des bijoux. Et puis c'est à peu près tout. Le plus gros consommateur d'or, c'est l'Inde. Parce que les femmes, quand elles ont 3 sous, elles achètent un collier en or pour thésauriser pour les jours mauvais. Vous en avez un petit peu en Europe, vous en avez beaucoup en Asie. Le Vietnam est un pays où il y a beaucoup de thésaurisation d'or. Politique de stockage, création de filières, recyclage, recherche, tout ça, ce sont des thèmes qui sont importants, mais qui ne sont pas pour demain matin. Pour les matières premières, entre le moment où on prend une décision et le moment où la production commence, il y a entre 10 et 15 ans. Donc si vous n'avez pas quelque chose qui tourne maintenant, il faut que vous disiez adieu pendant 10 ou 15 ans. Ça dépend des produits. Je dirais pour une éolienne, c'est la même chose. En France, il faut entre 10 et 15 ans pour avoir toutes les autorisations. Quand vous allez au Danemark, maintenant c'est 15 ans pour avoir ça. Aux États-Unis, c'est 2 ans. Pourquoi? Parce que le sol appartient au propriétaire terrien. Et que lui, il touche une royalty tout de suite dès qu'on pose une éolienne sur son terrain. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si, juste une petite chose, pour le minerai de fer. Pour le minerai de fer, c'est assez extraordinaire. Le minerai de fer, il y a autant de minerai de fer que vous pouvez rêver à travers le monde, comme il y a autant de charbon que vous pouvez rêver à travers le monde. Mais il y a 2 pays, un qui produit et un qui consomme, qui dictent le marché. C'est l'Australie qui exporte près d'1 milliard de tonnes et la Chine qui importe 1 milliard de tonnes. Il faut
il faut 1,5 tonne de minerai de fer pour faire 1 tonne d'acier, à peu près, entre 1,5 tonne et 1,7 tonne. Donc vous vous rendez compte, quand on importe 1 milliard de tonnes, signifie que vous ne vous garantissez que 700 millions de tonnes. Or, les Chinois produisent 1 milliard de tonnes d'acier. Ils font 55% de l'acier mondial, à eux tout seuls. Quand je suis arrivé en Australie, en Chine, pas arrivé quand je me promenais en Chine dans les années 80, il y avait moins d'acier en Chine qu'en France. Maintenant, en France, il reste 50 millions de tonnes. En Chine, on est à plus d'1 milliard. Donc vous avez un côté un groupe qui va exporter 1 milliard de tonnes, et un autre qui est composé d'une 50aine d'aciéristes qui va acheter ce milliard de tonnes. Le coût de transport du minerai de fer entre l'Australie et la Chine, c'est entre 5 et 8 euros par tonne. Et c'est tout. Alors que le minerai vaut 100 $. Et transporter 1 tonne de minerai de fer entre l'Australie de l'Ouest, où sont toutes les réserves, et l'Australie de l'Est, où sont les aciéries, ça coûte 25 euros. C'est-à-dire que le transport domestique coûte 5 fois le transport international, pour 4 fois la longueur. C'est assez extraordinaire. Voilà, je crois que je vous ai à peu près... Ah si, ma conclusion. J'ai mis ma conclusion sous forme de 3 adages. Le premier, c'est les prévisions sont difficiles, surtout celles qui concernent l'avenir. La deuxième, c'est le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer. Ça, c'est un Américain. Il a dit ça, bien sûr. Et le troisième, c'est l'avenir, c'est du passé en préparation. Je voudrais vous remercier chaleureusement parce que d'abord, vous nous avez fait frémir avec les taux de dépendance qui existent dans notre monde. Et puis, on a eu James Bond avec la CIA aussi, bon, même s'il était ouvert, bon. Ça, j'en ai vu beaucoup. On a eu les armées qui détiennent aussi une part de ressources. Absolument. Et c'est vrai que c'était tout à fait passionnant et on sentait celui qui a vécu toutes ces aventures. Absolument. Alors, j'aurais une petite question, si vous permettez. Et service secret. Et est-ce que les mafias se sont introduites dans le négoce, je ne dis pas dans les productions, bien évidemment, mais dans le négoce des métaux, des minerais? Le négoce des drogues, oui, bien sûr, c'est la mafia qui dirige tout ça. En matière première, laissez-moi réfléchir, je pense qu'il doit y en avoir en Amérique du Sud. Mais je ne peux pas le garantir parce que je n'ai pas d'expérience sur ce côté-là. En Russie, il y a certains oligarques qui étaient proches de la mafia, et comme ils contrôlaient une partie, pardon, comme les oligarques contrôlaient une partie de la production d'à peu près tout, il est possible qu'il y ait une influence, mais ça je ne peux pas le garantir. Je sais que lorsque ce sujet est sorti, quand j'ai fait une expertise à la Chambre de commerce internationale entre 2 pays qui se battaient pour la possession d'une mine de fer, où là, les mafias n'étaient pas loin. Les mafias n'étaient pas loin et elles faisaient le nécessaire pour couler l'un des pays par rapport à l'autre. Sinon, écoutez, en aluminium, c'est là où il y a les très gros producteurs, où là vous pouvez très bien avoir tout d'un coup quelque chose qui change. Pour les petits, pour le diamant par exemple, il y a des mafias partout, parce qu'en Afrique et en Angola par exemple, le diamant, il y en a partout, et c'est des mafias, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ils ne peuvent rien en faire, si ce n'est vendre ça au marché. Et le marché, le marché du diamant est contrôlé par deux groupes
un russe qui s'appelle Al Rosa et un sud-africain anglais qui s'appelle De Beers, que vous connaissez. Ce sont les deux qui font le marché. Les Indiens font le marché pour les tout petits diamants, mais une fois qu'ils sont traités, mais les gros diamants bruts, les grosses pierres, je sais pas. Je veux dire, si vous avez un gros topaz ou une grosse améthyste, je ne sais pas s'il y a un acheteur obligatoire, je dirais. J'en sais rien. Il est probable que dans le nord de la Birmanie, il doit y avoir des mafias dans tous les sens qui s'occupent des pierres précieuses. L'armée tient bien. Et l'armée est là. C'est sûr qu'il y a des collusions. Mais bon, disons que c'est pas clair. Voilà. Vous avez évoqué l'Amérique latine. Et moi, je connais assez bien l'Amérique latine. Et quand on se promène sur la cordillère des Andes, on voit qu'il n'y a pas d'arbres. Et puis on voit une multitude de couleurs. Et les autochtones nous expliquent que c'est le minerai qui est à fleur de montagne. Et j'aimerais savoir, puisque vous êtes un spécialiste des minerais, c'est que représente effectivement la cordillère des Andes en matière de potentiel minéral, et surtout quand on voit les salars qu'il y a au sommet de la cordillère des Andes, aussi bien en Argentine qu'au Chili, que représente le potentiel de lithium de la cordillère. La cordillère des Andes pures, le sol est vert, parce qu'il y a des cuivres. Il y a des cuivres partout. Alors, il est plus ou moins exploitable. Le problème de la cordillère des Andes, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il y en a un petit peu du côté chilien, mais il n'y en a pas du côté argentin. Et dans le nord, en Bolivie, il n'y a pas grand-chose. Il y en a un petit peu il y en a au Mexique. J'ai vu plusieurs très grosses mines de cuivre au Mexique. Il y en a mais qui ont été sauvées uniquement parce qu'il y a eu un retournement de cycle. C'est des gens qui prenaient un bouillon terrible et ils gagnaient de l'argent par leur train. Parce qu'ils pouvaient mettre d'autres matières premières sur leur train. Sinon, ils s'étaient cassé la figure. Et le cours du cuivre a été multiplié par 3 en 3 mois. C'est un moment où la Chine avait besoin de cuivre. Le lithium chilien est totalement différent du lithium australien. En Australie, ce sont des minerais classiques, avec des grosses mines classiques, il n'y a rien de spécial. Et on fait un enrichissement au cul de la mine, et on vend du lithium à 55%, 56%, 57% à travers le monde. Et ça se vend très bien. Les grands salars du Chili, c'est là où on revient au problème qui possède. C'est là où on revient qui possède. Est-ce que ce sont les paysans, est-ce que ce sont les navigateurs qui sont sur l'eau, s'il reste un petit peu d'eau? Est-ce que ce sont les municipalités? Est-ce que ce sont les régions? Ou est-ce que c'est l'État? Et il y a beaucoup de projets qui ne se font pas parce qu'il n'y a pas d'accord entre les quatre parties. Par exemple, Imetal, oui c'est Imetal en français, un très beau projet de lithium là-bas, et ils ont développé une technologie à eux, ça marche très bien, et ils sont sur pied de guerre, ils attendent. Mais il y a beaucoup de lithium. Si le prix monte suffisamment, vous ne voyez pas le graphique que je voulais vous montrer, mais le prix du lithium est passé de, vous allez voir, c'est tout à fait extraordinaire, de $6 000 la tonne en 2020 à $50 000 la tonne en 2022. 50 000. Donc qui gagne de l'argent là-dedans? C'est principalement les Australiens. Et là, ce sont des petites boîtes qui sont les propriétaires. Mon nom est Jacques Farel, je suis géologue, j'ai fait toute ma carrière au BRGM, donc j'ai beaucoup d'idées moi aussi sur ce sujet. Je voulais souligner un point qui transparaît de votre présentation, sur lequel vous n'avez pas vraiment mis le doigt, me semble-t-il, c'est la question de l'Europe dans le concours général, disons, dans le concours général des matières premières. Moi, je suis frappé par le fait que dans les années 80, l'Europe
a déclaré que l'avenir de l'Europe, c'était la dématérialisation de l'économie. Et on a misé tout le développement politique et stratégique industriel de l'Europe sur cette vision-là, que l'Europe devait, disons, devenir une région dans laquelle on vivait dans une économie dématérialisée. Alors que le départ de l'Europe, c'était la CECA, c'était le charbon et l'acier, et la partie liaison dure était bien prise en compte. Mais dans les années 80-90, on a vraiment décidé ça. Et moi, j'ai constaté avec grand désespoir, comme on l'a signalé sur certains points, qu'effectivement, les établissements qui étaient sur le sujet on leur a demandé d'arrêter. Hein. On a demandé d'arrêter le berger, on a demandé d'arrêter les minières, l'exploration minière. Et c'était pareil dans beaucoup de pays européens. Alors que pendant ce temps-là, on a vu les Américains avec US Geological Survey et les Chinois avec leur propre capacité de développer une stratégie d'occupation, disons, des ressources mondiales, pour les Américains en association avec les Australiens et les Américains, mais pour les Chinois dans l'intérêt, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une situation dans laquelle la propriété des ressources du sous-sol est essentiellement dans les mains de ces puissances-là et absolument pas dans les mains des Européens. Et on voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui avec Vous avez une avec question, la Russie, monsieur une question. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, je crois qu'en délaissant ces questions, nous avons fait de grosses erreurs et que la reconstruction d'une capacité européenne dans le domaine est un impératif urgent sur lequel Voilà. on Donc, ne peut pas monsieur, encore partir. monsieur Merci. va vous répondre. Donc, c'est pourquoi l'Europe a renoncé, hein, pour résumer. Alors, je reprends mon histoire du BRGM, cher monsieur. Paribas et le BRGM possédaient dans la mine de Tenke-Fukurume, dans le projet de Tenke-Fukurume, chacun à 5%. On a eu des grandes discussions quand le projet a commencé à battre de l'aile avec le BRGM. Et le BRGM est venu chez moi, dans mon bureau, et on a décidé d'arrêter les frais, c'est-à-dire de ne pas financer la partie développement. 8 jours après, le président du BRGM était contacté par l'Élysée en disant « Il est hors de question que le BRGM disparaisse dans ce projet, parce que c'est un très beau projet, et en plus, vous avez l'obligation de racheter la part de Paribas. » Donc le BRGM a passé une provision 2 ans après de l'équivalent de 1 milliard de dollars ou 2 milliards de dollars. Et il ne restait plus au BRGM qu'un très gros gisement d'or au Pérou, Yanacocha, qui était un très beau gisement, et que le BRGM a vendu pour une roupie de Sansonnet à un petit groupe australien que je connais bien. Toujours est-il que le BRGM est une société d'État et que c'est très difficile d'avoir des raisonnements de privé quand on est d'État. Maintenant, le BRGM est recentré sur la recherche, il fait bien, mais ça fait 20 ans qu'on n'a rien trouvé de significatif en Europe en matière de minerais métalliques. On en trouve. Peut-être. Monsieur, compte tenu de la démographie exponentielle de l'Inde, de l'Afrique, du Brésil, compte tenu qu'on peut très bien comprendre que les ressources minières mondiales actuelles que l'on connaît vont aller diminuant, déclinant. Non, mais Quel avenir peut-on prédire, compte tenu aussi qu'actuellement, la Chine, je vais employer un mot grossier, est un prédateur. Oui. Voilà. Voilà ma question. Globalement, les ressources minières les ressources minières sont contrôlées par des groupes privés qui sont motivés par le profit. Quand ils sont motivés par le profit, ça signifie qu'ils anticipent les cycles économiques, puisqu'ils savent très bien qu'un projet passe
bien la rampe quand, au point bas du cycle, il gagne encore un peu d'argent. Mais quand il est au point haut, en 2 ans, il a repayé le projet. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle un super profit ou est-ce que c'est simplement un profit normal, cyclique? Ça reste à débattre de manière permanente et puis les journaux ne font pas beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre. Toujours est-il que les réserves mondiales des différents minerais sont, j'aurais dit, relativement stables. Elles sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Les productions ont augmenté, mais les réserves, elles, n'ont pas beaucoup changé. Pourquoi? Parce que quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve à côté de l'endroit où on a déjà trouvé. Et c'est là où les domaines miniers des grands groupes jouent à fond. C'est que ce sont eux qui finalement développent des projets marginaux à des conditions économiques qui sont telles que l'infrastructure est déjà payée, si vous voulez. Donc, mon impression est que le club de Rome, quand il a fait son topo dans les années 60, il n'avait jamais vu une mine de sa vie. Probablement parce que il n'y a pas de... Il manque, c'est qu'on manque de rien, vous voulez. Le charbon, il y en a autant qu'on veut, le minerai de fer, il y en a autant qu'on veut, le cuivre, il y en a autant qu'on veut, l'aluminium, la bauxite, il y en a partout. Le minerai de fer, par exemple, les Chinois sont en train de développer une mine de fer en Guinée qui fera 1 milliard de tonnes de production par an. Ils font un chemin de fer, double voie, sur 800 km à travers la jungle. Ils font un port qui n'existe pas. Personne, moi je connais ce projet depuis que j'ai commencé dans ce métier il y a 50 ans. C'était toujours le même projet, on le connaissait. Mais personne n'avait la volonté de le développer. Les Chinois sont entre les mains des Australiens, sur le plan minerai de fer. Le minerai de fer valait $50 la tonne il y a 5 ans. L'année dernière, c'était 250. Donc à 250 milliards, 250 euros la tonne, ou dollars la tonne, quand vous en exportez 1 milliard, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait vraiment beaucoup d'argent. Et les Chinois en ont marre de payer des prix aussi fous. Donc ils essayent de développer des gisements, mais ils ne veulent que des très gros gisements avec des prix de revient très bas. Mais c'est un projet gigantesque, parce qu'il faut qu'ils construisent en même temps un train qui fasse 2 ou 3 barrages sur la rivière pour avoir l'électricité. Il faut qu'ils aient un port en eau profonde, suffisamment profond et suffisamment loin de la côte. Vous savez, là-bas, c'est une côte qui descend tout doucement. Donc il faut aller 20 km en mer pour avoir des fonds qui font 30 mètres ou 40 mètres. Les minéraliers de 300 000 tonnes, ils ont 30 mètres de tirant d'eau. Donc, et quand on cherche, on trouve. Ça, c'est vraiment ce que j'ai vu pendant les 50 ans où j'ai travaillé dans ce secteur. Et je dois dire que le BRGM a été extrêmement proactif pour la France dans les années 50 et les années 60. À la sortie de la guerre, le BRGM a trouvé toutes les mines qui sont encore en exploitation maintenant, qui n'appartiennent pas à la France malheureusement, et toutes les mines, phosphate, fer, charbon, cuivre, bauxite, tout ça a été trouvé par le BRGM. Alors, il y en avait qui étaient évidents, il fallait faire simplement le tour du domaine minier. Moi j'ai un immense respect au BRGM, parce que je connais beaucoup de gens, je connaissais beaucoup de gens dans cette organisation, et ils étaient allés partout. On dit qu'en Australie, il n'y a pas un caillou qui n'ait pas été retourné par les explorateurs au 19e siècle. Le BRGM a fait la même chose en Afrique. Simplement, je voulais savoir s'il y avait du minerai en Ukraine. Alors, en Ukraine. Vous avez combien de temps pour vous répondre? Je connais la quasi-totalité des gisements exploités en Ukraine. On dit que l'Ukraine possède l'ensemble du tableau de Mendeleïev chez elle. Mais ce sont des petits gisements.
C'est des gisements qui n'ont pas de valeur. Il y avait déjà peu d'infrastructures, maintenant il n'y en a plus. Il y avait l'électricité, parce qu'ils avaient des centrales nucléaires, maintenant il n'y en a pratiquement plus. Donc l'Ukraine va mettre 30 ans, 40 ans à se refaire une santé dans ce domaine-là. L'Ukraine a du charbon en grande quantité, de très mauvaise qualité. Et surtout plein de grisous. Donc vous avez tout le temps des choses épouvantables qui se passent là-bas. En minerai de fer, je vous disais que le minerai de fer, ça se trouvait entre 30 et 55%. Le gros minerai de fer en Ukraine, il est à 30%, mais la plus grosse mine d'Ukraine, il se passe à 15%. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à faire de l'enrichissement du minerai. C'est un bon minerai, mais ils dépensent des fortunes en énergie électrique, parce qu'il faut broyer, il faut ensuite laver, il faut sécher, et le séchage coûte très cher dans des pays comme ça. Ensuite, il faut transporter par bateau, ensuite il faut transporter par péniche, ensuite il faut transporter par train. L'Ukraine a tout. L'Ukraine est un pays béni des dieux quand il est tranquille. Vous avez les terres noires, vous mettez un manche de balai, vous revenez 6 mois après, vous avez un arbuste. Tout. Ils ont tout, mais ils n'ont pas les infrastructures. Les Russes ne leur ont pas laissé les infrastructures. Oui, Daniel Larive, ancien ingénieur de recherche au BRGM, ancien directeur de mine d'uranium et dehors en Afrique de l'Ouest. Personnage connu. Bravo, bravo. Alors, je voulais dire, bon déjà pour Yanacocha, il y a une petite affaire juridique derrière qui fait qu'on a perdu le gisement. La CIA n'est pas exempte. Elle n'était pas loin. Oui, ça va. ok. Je ne reviendrai pas là-dessus. Sur ce que vous disiez sur le BRGM, c'est vrai, hein, on a découvert une grande partie des gisements qu'il y a au monde. Le seul problème, c'est qu'on a été incapable de soutenir notre industrie minière, hein, et le BRGM n'avait pas les fonds, et on a laissé cette entreprise s'écrouler. Hein. Il ne reste que la recherche. De la recherche. Dans les câbles du BRGM, il y a des trésors qui ont été pillés parfois par des collègues qui sont allés se vendre à des sociétés anglo-saxonnes. Australienne d'habitude. Je ne citerai pas. Bon, je prends par exemple le Mali. Hein. Pratiquement tous les gisements d'or à l'heure actuelle qui sont exploités au Mali ont été découverts par le BRGM. Moi, je me souviens du minerai du gisement de Loulou, j'ai travaillé sur la dernière. Moi, je travaillais sur Iti. Comment? Je travaillais sur Iti. Enfin, je parle de Loulou. Et bon, il y a Iti aussi en Côte d'Ivoire. Loulou, hein, qui maintenant est exploité par les anglo-saxons. Alors, on fait un procès à l'armée française, disant qu'on se maintient au Mali, on se maintenait au Mali, hein, parce qu'on avait des intérêts miniers. On a découvert tous les gisements, ceux qui les exploitent, ce sont les anglo-saxons. Hein. Le pétrole, c'est l'Algérie qui le vise. Parce que, je veux dire, l'uranium, je travaillais à l'AREVA, je peux vous dire que j'ai jamais entendu parler de recherche prévue sur le Mali. Parce qu'on avait déjà certains problèmes au Niger, on n'allait pas se mettre dans la gueule du Mali. Mais on nous a fait un procès d'intention de vouloir aller exploiter le minerai du Mali. Bon, enfin voilà. Ensuite, pour le point de vue, je reprendrai une chose, c'est qu'à l'époque où je suis rentré au BRGM, chaque année, 2 fois par an, il y avait une réunion entre le ministre du Plan, de l'Industrie, de la Recherche et des forces armées. Je ne sais plus si c'était la Défense nationale là-bas. Et c'était en fonction des substances stratégiques qu'on avait nos crédits. C'est-à-dire qu'on exploitait, on recherchait du chrome, on recherchait du tungstène, on recherchait de l'uranium, on recherchait du cuivre, du plomb, du zinc, hein, tout ça pour satisfaire les besoins stratégiques de la France en période de conflit et surtout dans la zone francophone. Eh oui. On a abandonné tout ça et maintenant, où on en est, Il n'y a plus rien. oui, tout ça. Une autre question. Bon. Votre question, oui. Non, mais en fait,
c'était pour rebondir sur vos observations Oui, et non, vous mais- apporter des compléments. Tout à fait intéressant, mais peut-être que vous avez une question. Non? Ben, écoutez, la seule chose que je veux dire, c'est que nos approvisionnements en uranium se font au Niger. J'étais directeur de mine d'uranium au Niger, hein, mais aussi du Kazakhstan. Ouais. On est quand même dans deux zones sensibles à l'heure actuelle. Le Kazakhstan, hein, c'est la Russie a un œil dessus, et le Niger avec Wagner qui était extincté au Mali. Donc on risque d'avoir peut-être à terme quelques problèmes. Voilà. Merci. Je voudrais simplement vous poser une question simple, mais qu'est-ce que c'est qu'on appelle les terres rares? Que contiennent-elles? Et la même chose concernant le nodule polymétallique. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Je commence par le plus simple, les nodules polymétalliques. On en trouve, on en a localisé principalement dans le Pacifique et du côté français. C'est ça qui est assez extraordinaire. Peut-être parce qu'on a mieux cherché que les autres, qu'il y en a ailleurs. Il y a 50 ans, il y avait un projet immédiat et imminent. J'ai eu des discussions avec les Américains, j'ai eu des discussions avec les Anglais pour développer une drague ou une pompe qui pouvait aller sucer, qui pouvait aller aspirer ces nodules métalliques. En fait, rien n'a jamais été fait, rien n'est économique. Le seul gisement que je connaisse qui soit exploité en mer, en fait, il est exploité un petit peu après une plage. C'est du diamant en Angola. Parce qu'il y avait une mine de diamants qui se trouvait dans les montagnes, et par l'érosion, le diamant a pris le chemin le plus court, c'est-à-dire un fleuve, et il s'est arrêté, et il a déposé ses diamants sur la plage, et parce que la plage a quand même beaucoup bougé depuis quelques millions d'années, plus loin. Et donc c'est le seul projet que je connaisse qui fonctionne depuis une quinzaine d'années et qui fonctionne correctement. Il n'y a pas beaucoup de diamants. Au moins, ils n'ont pas besoin, ils ont besoin quand même de les trier. On a visité avec ma femme la plus grosse mine de diamants du monde, qui était en Australie. C'était une mine qui était à ciel ouvert, qui se trouvait dans le nord-ouest de l'Australie, dans ce qu'on appelle les Kimberleys, 500 km au nord des mines de fer. Et on a visité cette mine qui démarrait, et on a eu la chance de rentrer dans l'usine et de pouvoir voir et de prendre dans la main la production de la journée, à peu près juste comme ça, une poignée. Mais les contrôles qu'il pouvait y avoir étaient absolument extraordinaires. Absolument extraordinaires. Il faisait vraiment des contrôles physiques et des contrôles aux rayons X en permanence, absolument en permanence. Je pense que monsieur vous demandez qu'est-ce qu'il y a dans les terres rares et qu'est-ce qu'il y a dans les nodules polymétalliques, la composition. C'est du nickel principalement. Et il y a quelques autres produits, mais principalement on regardait s'il y avait du nickel à l'intérieur. Mais comme en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de nickel, en Indonésie, il y a beaucoup de nickel, aux Philippines, il y a beaucoup de nickel, aux États-Unis, au Canada, il y a beaucoup de nickel, en Russie, il y a beaucoup de nickel. Tout ça, elle n'a pas été utilisé. Ça se présente comment le nodule? Je crois que c'est la question. Ah oui. Le nodule, c'est une balle de ping-pong en taille. Et les terres rares, ça va savoir ce que c'est. Les terres rares, ce sont des impuretés qui se trouvent, des terres rares, et il y en a partout en fait. Mais avec des teneurs qui sont subéconomiques. Il faut trouver des endroits où il y a des terres rares qui sont associées. Qu'est-ce que c'est? Il y a 11 produits, il y a 11 métaux. Je suis incapable de vous donner les 11 métaux. Il y en a plusieurs qui sont connus, d'autres qui ne sont absolument pas connus. Le grand transformateur de terres rares en France était Rhodia. Ils avaient une grosse usine à Saint-Nazaire où ils faisaient venir des résidus de minerais de fer ou des résidus d'autres choses.
pour isoler les terres rares et puis de pouvoir les vendre. Mais ne me demandez pas de vous donner la liste. Je peux vous donner quelques terres rares si vous voulez, parce que j'en ai quand même. Alors, terres rares, il y a le scandium, l'yttrium et tout le groupe des lanthanides. Il y en a 6 ou 7 là-dedans. Et la production chinoise, 72%, 98%, 50%. Et en transformation, ils sont à 100%. Donc c'est chinois. Voilà. C'est chinois. Et ça sert à quoi? Ah, oui, bonne question, madame. Ça sert à quoi? Ça sert dans les transformateurs, ça sert dans toute l'électronique. Ça sert aussi un petit peu dans les batteries, pour la partie électronique des batteries. En fait, tous les circuits électroniques, et on arrive à en récupérer un peu. Pas beaucoup. On fait de gros efforts en France pour essayer de recycler ça. Mais pour l'instant, c'est Epsilon. Rhodia, qui a été racheté ou qui a fusionné avec Solvay, a toujours son usine, j'ai vérifié, mais ils produisent peu par rapport aux besoins mondiaux. Ils produisent peu. Les États-Unis se lancent dans la recherche des terres rares et ils vont en trouver. C'est sûr. Qu'en est-il des recherches et des possibilités minières dans l'Arctique? C'est très particulier. C'est simple, dans l'Arctique, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que c'est une banquise. Il n'y a rien sur la banquise. Du pétrole et du gaz, mais Voilà. minier, Ça, c'est pas de la mine. C'est du pétrole, absolument. Il y a du pétrole et du gaz. il n'y a pas d'intérêt minier. Non. Mais ça, c'est joli. En Antarctique, on en cherche, mais la Convention internationale fait qu'on ne peut pas l'exploiter. On ne peut même pas Explorer. C'est interdit. Ma question est simple, c'est juste savoir s'il y a un organisme international qui chapeaute tous ces trafics et cet échange, ou bien, s'il n'existe pas, est-ce que c'est possible qu'un jour, il y aurait quelque chose, un organisme qui peut réguler ces fluides de métaux entre les deux pays, vu l'intérêt important pour l'économie mondiale? Je comprends ce que vous dites. Oui, l'ONU minier. Alors, la réponse est simple. Il n'y a aucun organisme international qui s'occupe vraiment des mines. C'est vraiment un domaine privé. C'est vraiment un domaine privé, sauf en Chine, où même si c'est privé, c'est quand même étatique, et en Russie, où même si c'est privé, si l'État vous demande poliment de rendre la mine, vous rendez la mine. Donc, c'est pas... Par contre, il y a juste une chose que je n'ai pas parlé sur les nodules. La profondeur des nodules, c'est 3-4 000 mètres de profondeur. Donc on n'y va pas, il faut le faire. Cher. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Sur un sujet qui nous paraissait difficile, vous avez su rendre les choses très vivantes et passionnantes pour tous. Même sans tableau. Même sans image. Même avec Vous aurez les tableaux après. petit problème initial dont on est désolé. Alors, je vous annonce que la prochaine conférence, ce sera le 13 octobre. Et c'est Véronique Mur qui viendra nous parler de l'arbre dans la ville. Voilà. Ce devrait être à l'amphithéâtre des Carmes. Vous vérifierez, on vous fera l'annonce en temps utile. Eh bien, à très bientôt à tous et merci de votre fidélité.